Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le premier épisode de Mystère et Psyché. Je suis Clara, je suis comédienne et autrice et mon truc à moi c'est le débunkage, le sens critique, la psycho-cognitive, sociale et aussi l'art et raconter des histoires avant tout. Et moi c'est Clémence, je suis thérapeute, kinésiologue. Et mon truc à moi, c'est tout ce qui touche au parapsychologique, au paranormal, ce qui me passionne depuis l'enfance. Et on peut préciser, Clémence, qu'on est sœurs ? Bah oui, je crois que c'est important, c'est important dans nos vies. Et notre première série thématique, attention, le thème que vous avez de toute façon dû voir dans le titre, ce sera donc les jumeaux. Oui, alors nous sommes sœurs, mais pas jumelles. Oui, c'est important de le préciser. C'est peut-être important de le préciser. Nous avons quand même 10 ans de différence, et moi, c'est moi la vieille, Clémence, et Clara la jeune, qui a 10 ans de moins que moi. Et pourquoi les jumeaux ? Pourquoi aussi c'est un thème qui nous a intéressés, puisque personnellement, moi, je suis maman de 3 enfants, dont des jumeaux. Voilà, donc c'est un thème qui m'a porté chance jusque-là, donc on va continuer avec celui-là. Voilà, qui te touche de près. Qui me touche de près. Et oui, je pense que c'était important de préciser que nous ne sommes pas jumelles. On l'a pas pris pour ça. Alors, nous allons maintenant passer à notre premier mystère, et d'autres viendront dans les prochains épisodes, et dans cet épisode-ci aussi d'ailleurs. Donc le tout premier mystère, est-ce que tu es prête à voyager, ma chère Clémence ? Eh ben, écoute, toujours prête. Alors, nous allons partir au Brésil. Ça change d'ici. On part au Brésil, dans la région du Rio Grande do Sul. J'espère que je prononce bien. Voilà, mon brésilien est un peu rouillé. Donc on est à l'extrême sud du Brésil et plus particulièrement dans le village de Candido Godoy. Ça j'ai vérifié, c'est comme ça que ça se prononce. Donc c'est une ville qui est à une altitude d'à peu près 321 mètres, à 400 km au nord-ouest de Porto Alegre et près des frontières de l'Argentine et du Paraguay. Donc voilà, le sud du Brésil pour vous situer un peu. Et donc, pourquoi partir à Candido Godoy, qui a été fondée, d'ailleurs, c'est une ville où les gens sont plutôt blonds aux yeux bleus. Ah, ok. Voilà, ce qui peut être un peu surprenant par rapport à l'image qu'on a du Brésil. Et des Brésiliens, même s'il y a une grande mixité. Il y a une grande mixité, en fait, on en trouve aussi en Argentine et au Chili, des blonds aux yeux bleus. Ouais, regarde Gisèle Bündchen. Exactement, et souvent c'est des gens qui sont d'origine allemande. Enfin, pas que, mais le village de Candido Godoy a été fondé par des colons allemands au 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc 90% de la population de ce village est d'origine allemande, il y a même un patois allemand qui est encore parlé, et l'économie est essentiellement agricole, c'est un village qui est quand même assez isolé, qui n'est pas coupé du monde, mais quand même un peu isolé, et donc ils y cultivent le soja. Et pourquoi je vous parle de Candido Godoy, quand même un petit lien avec notre sujet, c'est que le surnom de ce village est Terre des Jumeaux. En effet, cette ville est connue pour son taux anormalement élevé de jumeaux. Et c'est pas un phénomène qui touche tout Candido Godoy, mais un hameau encore plus reculé, qui est le hameau de Saint-Pierre, à environ 4 km de la ville. C'est un tout petit hameau, il est que sur 6 km², donc c'est pas non plus si énorme. Selon la mairie, il y a environ 80 familles à Candido Godoy, à Saint-Pierre, le hameau de Candido Godoy, et dans ces 80 familles, il y en a 36 qui ont des jumeaux. Ok, donc ouais, presque 50%. Exactement, ça fait donc pour 7000 habitants à Candido Godoy, il y a 68 paires de jumeaux. Donc ça fait une naissance sur 5 de jumeaux dans le hameau. Donc c'est un taux quand même largement supérieur à la moyenne. Et c'est l'instituteur du hameau qui s'en est rendu compte dans les années 1990, parce que là, il y a eu l'école du hameau qui a ouverte et il s'est dit quand même, ça fait beaucoup de jumeaux dans ma classe. Il y a un truc là, il y a un truc. Et depuis, ça a été étudié par des généticiens et en particulier ceux de l'hôpital de Porto Alegre. On célèbre du coup ce phénomène particulier tous les 2 ans avec un festival des jumeaux où tous les couples de jumeaux qui vivent encore là-bas ou qui sont originaires de la région viennent, se réunissent et font la fête et on y célèbre le
baptême des jumeaux nouveau-nés des 2 ans précédents. Et tout ça est célébré par 2 prêtres qui sont donc... Jumeaux. Exactement, les prêtres jumeaux de Cándido Godoy, ça m'a impressionné. Mais alors, pourquoi ? Parce que c'est un mystère quand même. Pourquoi y a-t-il autant de jumeaux dans ce village ? Quelle est la raison ? Tu vas nous expliquer cette raison, évidemment. J'espère bien. Non, je vais vous laisser comme ça aller faire vos recherches. Donc la raison d'un tel phénomène. Alors il y a plusieurs hypothèses qui se font concurrence. Et la première hypothèse est... Attention, roulement de tambour, je ne sais pas pourquoi, mais je m'y attends. L'hypothèse nazie. Ah, nos copains, les nazis. Alors bien sûr, nous disons... Enfin, je dis ça avec humour et second degré. Et j'ai l'impression que les nazis vont revenir très souvent dans nos mystères. Ils sont dans beaucoup de mystères. Et en même temps, ça c'est un fait que les nazis, tout ce qui touche à l'ésotérisme, ça les a énormément intéressés. Exactement. Donc on les retrouvera évidemment dans pas mal de sujets. Pas mal de sujets. Les nazis seront toujours avec nous. Et c'est parti. Donc dans les années 1960, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, un mystérieux vétérinaire d'origine allemande se déplaçait dans la région. Il a parlé avec les éleveurs bovins sur le territoire pour les aider à accroître leur cheptel, donc à donner naissance à plus de petits. Exactement. Et il se serait aussi entretenu avec les femmes du village Tiens donc. Pour aider les naissances. Et selon l'ancien maire et médecin de la ville, Anancia Flores da Silva, le maire, interviewé des centaines de personnes et lui, il aurait entendu parler pas d'un vétérinaire mais d'un infirmier qui se promenait dans la région dans les années 60 et qui se faisait appeler Rudolf Weiss. Et selon l'historien argentin Jorge Camarasa, donc ce Rudolf Weiss, vous le sentez venir, ne serait autre que Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz. Alors, le fameux. Donc, il va falloir que je vous présente, pour ceux qui ne savent pas, un peu Joseph Mengele. Et je préfère prévenir tout de suite, trigger warning, si vous êtes sensible à toute question... sensible, s'abstenir. Exactement, de violence sur les enfants. On va vous mettre alors un moi code. je bouche mes oreilles pendant que tu racontes ça aussi. Alors. Exactement, parce qu'on va partir à Auschwitz là, donc c'était le meilleur moment de mes recherches. C'était l'éclate. Sur les expériences médicales nazies sur cobayes humains. Donc on va vous mettre un timecode dans la description du podcast pour que vous puissiez couper maintenant et pour que vous puissiez reprendre au bon moment. Donc, au cours de la Seconde Guerre mondiale, alors c'est un secret pour personne, la Shoah, Auschwitz, etc. Enfin, visiblement, c'est un secret pour certains. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est un secret pour personne, sauf que... même aujourd'hui, à l'école, il y a certains gamins qui savent pas ce que c'est, quoi. Oui, il y en a qui disent que ça n'a pas existé. En plus, aussi. C'était à ça que je pensais, mais aussi... La Terre est plate, ou que les Égyptiens sont des électriciens. On fera un sujet sur l'électricité en Égypte. En Égypte, ça peut être sur le mystère de l'électricité en Égypte, ça peut être pas mal. En Égypte. Donc, revenons, les rires nerveux, revenons à Auschwitz. Donc, les médecins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins nazis plus particulièrement, ils ont mené des expériences douloureuses et mortelles sur des milliers de détenus des camps de concentration, pas seulement à Auschwitz, sans leur autorisation évidemment. Et ces expériences sont en dehors de toute déontologie médicale et sont d'ailleurs rejetées par la communauté scientifique aujourd'hui. Même ce qu'on aurait pu découvrir, c'est assez tabou de réutiliser ces recherches-là. Et le plus cruel d'entre eux, et le plus fou, je pense, vu ce que j'ai entendu, était Joseph. Tous fous, mais alors lui, je crois qu'il a la palme. Joseph Mengele, qui a donc exercé à l'infirmerie d'Auschwitz-Birkenau, donc entre mai 1943 et janvier 1945. Et Mengele était fasciné par la gémellité. Pourquoi tu as su un peu ? On va y venir. Il travaillait donc sur les jumeaux en particulier. Donc il y avait plusieurs raisons à ça. L'idée c'était de démontrer en travaillant sur les jumeaux, donc sur la génétique, ça lui permettait de travailler sur la génétique, et de démontrer la supériorité des gènes, donc la supériorité de la race aryenne. Si on suit sa folie. Voilà. Si on pense que tout vient des gènes, après on peut prouver que les Aryens sont supérieurs génétiquement aux autres hommes. Donc ça permettait d'appuyer la doctrine nazie et l'idéologie nazie
sur la supériorité de la race aryenne. Mais c'était aussi motivé par l'envie d'augmenter les naissances. On était en temps de guerre, et puis l'idée c'était aussi, il y avait une volonté de colonisation et de domination de la race aryenne sur le reste du monde. Donc plus nombreux on est, plus il y a d'Aryens, et plus ça ira vite. Mieux on se porte. Donc il a aussi, donc les jumeaux c'était pour ces deux raisons-là. Ça permet d'agrandir la population plus rapidement et aussi de faire de l'eugénisme. En étudiant leurs gènes, faire naître plus de bébés aryens. Et donc, il a mené des expériences sur plus de 1500 paires de jumeaux. Donc, on double, 1500, donc 3000 personnes. Et seulement 180 personnes ont survécu à ces expériences, évidemment. Ouais. Il était surnommé l'ange blond de la mort, der Weiße Engel. Et lorsque les trains arrivaient, c'est lui qui était posé sur le quai et qui décidait qui pouvait être un esclave, avait une force de travail et qui partait dans les chambres à gaz. Et il en profitait pour sélectionner ses cobayes et en particulier les enfants juifs, jumeaux en particulier, pour mener d'épouvantables expériences. Et là, on passe vraiment à la partie la plus glauque, mais il était complètement fou parce que même scientifiquement, même si c'est pour prouver des choses moralement très discutables, mais scientifiquement, ça n'avait pas de sens non plus. Enfin, je suis pas scientifique, mais ça me paraît très très compliqué de penser que ça pouvait marcher. Donc les sujets étaient mieux nourris et étaient mieux traités, mais bon, en fait, voilà. Mais il y avait une contrepartie. Et puis bon, c'était pas difficile non plus d'être un tout petit peu mieux traité que des esclaves d'Auschwitz, donc on n'était pas non plus sur un confort incroyable. C'était surtout des enfants. Il leur avait fait un centre, des jeux. Il l'appelait Oncle Mengele, mais derrière, il était absolument sadique et cruel puisqu'il les envoyait à la mort, sans empathie et extrêmement antisémite. Ça a été rapporté par son fils et par d'autres médecins d'Auschwitz. Donc, il faisait semblant de se préoccuper, de se mettre bien avec les enfants pour ensuite faire ses expériences qui allaient essayer de changer la couleur des yeux par des injections. Et le pire, je crois que le plus glauque que j'ai trouvé, c'est coudre deux jumeaux ensemble pour voir ce que ça allait donner. Ouais. Et c'est là que je dis qu'on touche à la folie parce que je vois pas ce que ça peut donner, en fait. Sans avoir fait un bac S, on se dit qu'il y a un truc, voilà. Et une fois qu'il y en avait un qui mourait suite à ces expériences, on tuait l'autre pour pouvoir comparer les autopsies, histoire qu'il n'y ait pas que tout puisse servir. Donc, quittons Auschwitz. Oui, ce serait sympa parce que là, rien que ça, je me sens déjà mal. Ouais, non, on est bien là. On est dans une bonne ambiance et on va repartir donc en Amérique du Sud où Mengele, après la guerre, à l'arrivée de l'armée rouge qui se rapprochait d'Auschwitz, il a fui. Comme de nombreux nazis d'ailleurs qui sont partis en Amérique du Sud et qui ont eu une vieillesse dorée, quoi. Oui, et aussi des aides sur place dans certaines circonstances. Mengele est parti en Amérique latine. Il a trompé pendant des années les agents du Mossad, les agents secrets israéliens, les chasseurs de nazis. Il passait surtout entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Et il s'est noyé au Brésil en 1979. Écoute, à tant 68 mieux. ans. Il a vécu vieux quand même. Il n'a jamais, il est mort. Il n'a jamais pu. Il n'a jamais été jugé. Voilà, c'est ça. Il n'a jamais pu répondre de ses actes. Il n'a jamais répondu de ses actes. En même temps, que répondre de ses actes. Ah oui. J'ai envie de dire qu'expliquer. Enfin bref. Ouais. Et donc, on suppose que ce mystérieux vétérinaire, infirmier, on ne sait pas trop, dans les années 60, aurait été Mengele. Car la plupart des jumeaux de Cândido Godoy, où on revient au Brésil, seraient nés autour de 1963. Et qui sont tous blonds aux yeux bleus. On n'oublie pas que c'est au Brésil, mais qu'ils ressemblent tous à des Allemands dans cette ville. Et donc, on pense que cet infirmier était Joseph Mengele. Et qu'il aurait continué, le gars lâche jamais l'affaire, et qu'il aurait continué ses expériences génétiques dans le but de créer un village aryen. Et c'est ce que soutient l'historien Roré Camarasa, et que l'ancien maire et médecin de la ville aussi, monsieur Da Silva, qui a vraiment enquêté sur la question, pense que Mengele a bénéficié de complicité dans le village, qu'il aurait pu être caché par les habitants. Et une des preuves dans la vidéo documentaire que j'avais regardée, il nous montre une photo de classe du village en 1936 où les enfants portent des croix gammées dans l'école. Donc c'est vrai que ça pose question.
What the fuck? Ça pose question. Donc clairement, il aurait pu avoir des sympathisants dans la ville quelques années plus tard, mais visiblement, personne ne veut trop en reparler maintenant. Sauf un monsieur que j'ai vu dans un autre documentaire sur le festival des jumeaux qui dit « Mais si on a des jumeaux, c'est parce que le sang allemand est pur et fort et donc on produit plus de jumeaux. » Donc grosse ambiance et j'espère que les gens de Cândido Godói, enfin visiblement tout le monde n'est pas dans ce mood-là. On comprend mieux pourquoi les autorités brésiliennes réfutent cette thèse. Parce qu'ils n'ont pas trop envie d'être pris pour des nazis dans cette région. On peut les comprendre, mais c'est pas la seule raison, parce qu'évidemment, la thèse nazie est séduisante, elle est spectaculaire, bon, elle est sordide aussi, mais forcément, elle attire l'attention. Mais elle présente quand même quelques incohérences, dans le sens où déjà la présence de Mengele n'a jamais été absolument prouvée. Il n'y a jamais eu de preuve absolument formelle que ce vétérinaire médecin, c'était Mengele. Ensuite, il est peu probable que dans ce village qui était à peine connecté à l'électricité à l'époque, en 1960, ait pu servir de base pour des expériences scientifiques. Aussi, en fait, là, on dit qu'il y a eu plus de naissances à partir de 1960. Là, c'est un peu technique, dans le sens où, en fait, il y aurait eu tout autant de naissances de jumeaux avant et aussi après le départ de Mengele. C'est une histoire de registre. C'est-à-dire que les chiffres de 1963 ne sont pas faux, mais en fait, avant, c'était sur une autre zone administrative. Du coup, les registres sont différents. Et si on cherche vraiment les registres en se mettant sur la bonne zone administrative, on se rend compte qu'avant les années 60, bien avant, il y avait déjà énormément de jumeaux qui naissaient dans cette ville. Ok. Alors du coup, si c'est pas les nazis, quelle autre hypothèse la génétique, j'imagine. La génétique, non, avant, il y en a d'autres. Ah, d'accord. Parce que bon... Il y a la thèse extraterrestre. Ah oui, celle-là, j'y avais pas pensé. En fait, bon, je vais pas m'attarder sur la thèse extraterrestre parce que bon, voilà, il y a quelques personnes qui pensent aux extraterrestres, qui font des tests à partir de cette ville au Brésil. Et après les extraterrestres et les nazis, je m'attendais à trouver un truc sur des tests de la CIA, mais non, ça c'est pas une hypothèse qui a été retenue. C'était la suite logique, on l'a pas eu. Mais une autre hypothèse qui est assez intéressante parce qu'elle revient plusieurs fois et aussi dans d'autres cas, c'est l'hypothèse de la source miraculeuse. Il y a une source au village de Cândido Godói et on dit qu'en buvant à cette source, on a plus de chance. Enfin, c'est une source de la fertilité en fait. Et ce serait à cause de la source qu'il y ait plus de naissances gémellaires sur place. Mais donc ils ont dit qu'ils avaient envoyé à une femme en Europe qui n'arrivait pas à avoir d'enfants 2 petits verres de cette source et qu'elle est tombée enceinte, 2 jumeaux. Ils ont fait des analyses dans l'eau et ils ont écarté ils n'ont rien trouvé scientifiquement au fait qu'il y aurait quelque chose de particulier dans cette eau qui permette d'être plus fertile. Donc notre hypothèse, ce serait donc la thèse génétique et ou environnementale, donc celle que soutiennent les scientifiques brésiliens. Donc pour un facteur environnemental non précisé, qui pourrait avoir un rôle de perturbateur endocrinien, ça pourrait augmenter du coup la production des hormones, des oestrogènes et donc plus d'ovules, où il y aurait une sensibilité à ce facteur particulier plus forte des gens qui ont des origines allemandes européennes. Et ça pourrait être... Ils n'ont rien prouvé, ils n'ont pas trouvé exactement quoi, un facteur de pollution par exemple, mais en tout cas ça pourrait être une cause. Et enfin, la dernière hypothèse, ce serait la génétique, et ça s'appuie sur une théorie qui est appelée l'effet fondateur. En effet, c'est une petite communauté et ils ont tous les mêmes origines. Bien sûr. Donc, et ils se sont reproduits entre eux, entre guillemets. Donc c'est ça, ils partagent les mêmes gènes. Et donc s'il y avait une prédisposition à avoir des jumeaux, des gens fondateurs, on va dire, des Adam et Ève de la communauté, évidemment, ça va se transmettre génétiquement. Exactement, tout est parti de 33 familles qui ont vécu presque en autarcie pendant un moment. Ouais. Donc exactement ce pourquoi, comme tu l'expliquais, dû à la consanguinité, ça prédisposerait les femmes à avoir des jumeaux parce qu'il y avait ce gène à l'origine, cette prédisposition déjà des arrière-grands-parents. Et du coup, ils ont étudié ça, les scientifiques, pour trouver quel était ce gène. Donc, ils appelleraient ça le gène TP53, que j'ai aussi entendu appeler, selon les articles,
P52 et P53. Bon, peu importe, c'est pas moi qui vais trouver la solution sur quel est le vrai nom de ce gène, mais il y aurait un gène en particulier autour de 52 et 53. Et il serait retrouvé chez 43 femmes qui ont conçu des jumeaux dans le village. Ça faciliterait la fertilité et les grossesses gémellaires. Ce serait pas totalement déterminant, mais ça prédisposerait quand même les femmes à avoir des grossesses multiples. C'est encore une piste qui est une hypothèse. Ils doivent continuer à travailler là-dessus. Donc c'est l'explication que moi je trouve la plus plausible. Après, rien n'empêche de coupler à ça l'effet environnemental. Il y a pu aussi avoir justement de l'épigénétique. Il y a pu avoir de l'influence de l'environnement sur la génétique. Ça peut être multifacteur, mais en tout cas, ce ne serait pas les nazis. Ça, c'est décevant. C'était une belle histoire, dis donc. Ça nous a permis de parler de sujets super glauques. Super glauques, voilà. Ce ne sera pas la dernière fois. Ce ne sera pas la dernière fois, ouais. Mais peut-être qu'ils seront, finalement, ils seront plus dans l'hypothèse finale. Et en cherchant des choses sur Candido Godoy, j'ai découvert qu'en fait, Candido Godoy n'était pas la seule terre de jumeaux. En fait, il y a plusieurs villages dans le monde qui se disputent ce titre. Enfin, c'est pas une réelle compétition, mais en tout cas, ils sont plusieurs à s'affirmer comme étant l'endroit au monde où il y a le plus de jumeaux. Je n'ai pas comparé les chiffres parce que c'est pas mon truc. Surtout que les chiffres, en fonction de quand, comment, il y a trop de facteurs. Mais le village de Kundinji au Kerala, donc au sud-ouest de l'Inde, en ce moment défraie la chronique parce qu'il y a aussi énormément de naissances gémellaires. Et c'est aussi l'instituteur qui a, entre guillemets, sonné sonnette d'alarme, qui s'est rendu compte qu'en effet, quand l'école a ouvert dans ce coin, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de jumeaux dans sa classe, il y avait quelque chose. Là, de la même façon, ils n'ont pas trouvé encore de raison environnementale. Et les gens qui viennent s'installer ont aussi des jumeaux. Donc là, ça pourrait être environnemental. Ça pourrait être environnemental, mais c'est pas particulièrement pollué. Ils mangent pas de choses particulières par rapport à d'autres régions de l'Inde ou même d'autres parties du Kerala. Donc ça reste quand même un mystère, ce village-là. Et on va s'en aller maintenant en Chine. Parce que vraiment, dans le monde entier, il y a des... Alors Chine, quand même, pays de l'enfant unique. Qu'est-ce qu'il en est des jumeaux, Eh bien, on est au village de Mojiang, où il y a le plus grand festival au monde de jumeaux. Car dans ce village, il y a des statistiques records, village, c'est quand même une petite ville, donc il y a des statistiques records de vrais jumeaux, donc de hétérozygotes. Donc il y a 50% de plus de naissances de vrais jumeaux qu'ailleurs. Donc là, des vrais jumeaux en plus là. C'est ce qu'ils affirment en tout cas. Et dans un pays où il y avait la politique de l'enfant unique, et alors qu'actuellement, en tout cas dans cette région, c'est à partir du 3e enfant qu'ils ont une amende. Sinon, ils ont le droit à 2 enfants. Eh bien, il y a une fascination pour les jumeaux parce que, il n'y avait pas d'amende en cas de naissance gémellaire. C'était l'exception. On n'y pouvait rien, quoi. On n'y pouvait rien et ça permettait aux gens d'avoir plus d'enfants. Et en sachant qu'en effet, c'était l'enfant unique, de voir 2 enfants pareil, ça crée une véritable fascination. Et une véritable envie aussi de la part de certaines familles. Donc les raisons expliquées là pour ce village chinois, donc ce serait donc le hasard, première explication. Le riz violet, ça c'est une explication. Donc c'est un riz chinois qu'on mange en particulier qui vient de la région. Et le mot violet en chinois est un homonyme de enfant. Je ne vais pas tenter de le prononcer, mais donc ils y voient un lien du fait qu'on mange le riz violet dans cette région. Ça prédisposerait du coup à une fertilité plus abondante, à plus de jumeaux. C'est un village qui est quasiment sur le tropique du Cancer, donc on parle de magnétisme aussi. Et enfin d'une source miraculeuse. Encore, on en revient aux eaux qui... Et donc il y a ce festival qui est assez what the fuck, pour le dire, dans le sens où ils font venir des jumeaux du monde entier, des vrais jumeaux. Sinon, j'aurais donné le plan à mes neveux et nièces. Il faut que ce soit des vrais jumeaux. Ils doivent s'habiller pareil pendant tout le festival. Ils viennent des États-Unis, d'Inde, peu importe. Et tout leur est payé pendant tout le festival. Le repas, l'hôtel, l'avion, ils viennent gratos, payés par la ville. Mais ils doivent parader dans la ville. Il y a plein de processions et les gens n'arrêtent pas de les prendre en photo. Ils sont en train de...
Exactement. Là, mais il y avait deux pauvres. Enfin, non, ils revenaient tous les ans. Ils se faisaient payer gratos des voyages en Chine, les deux gars, là. Mais par contre, dès qu'ils arrivaient depuis l'aéroport, fallait qu'ils soient habillés pareil. Ils disaient, aux États-Unis, on s'habille pas. Oui, j'espère pour eux, quoi. Et ils étaient en représentation pendant tout le festival. Et en plus, il n'y a pas seulement les photos, c'est les gens leur offrent à boire. Donc, tu dois finir la journée quand même un peu pété. À l'alcool de riz violet. L'alcool de riz violet. Ah, c'était un gros délire, les images que j'ai vues de ce festival. C'était assez particulier, sans jugement culturel, mais c'était très insolite. Et en même temps, c'est fascinant. Fascinant. De voir tous ces jumeaux, toutes ces personnes semblables, entre guillemets, réunies, quoi. Et en plus, dans une région qui est quand même pas... c'était pas Pékin, quoi. Ouais. Donc avoir d'un coup des Américains, des Indiens, il y avait, enfin je citais pas toutes les nationalités, mais il y avait vraiment des gens qui venaient du monde entier. Voilà, cette diversité d'un coup et en double. Ça doit être esthétiquement aussi très joli, quoi. Mais bon, quand ils bouffaient, les gars, il y avait 50 personnes autour d'eux en train de prendre des photos. J'aurais trouvé ça un peu gênant. Et enfin, ils ont trouvé quand même un business parce que le gars qui exploitait la source, il l'a appelé l'eau des jumeaux. Elle se vend très bien depuis. Et il y a des cliniques. Cure peut-être aussi, peut-être des endroits de cure thermale. Mais j'ai vu des cliniques qui aident justement à la PMA pour augmenter la fertilité pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui envoient les gens qui ont eu justement des enfants suite à ce qu'ils ont fait dans la clinique au festival pour prendre des photos et puis pour faire de la pub. Bien la pub, ou dans notre clinique on boit l'eau des jumeaux, donc vous allez tomber enceinte. Donc il y a un petit business autour de ça qui s'est bien développé. Mais bon, les médecins de la clinique ils disaient non c'est pas l'eau, mais bon par contre la direction de la clinique insiste un peu là-dessus quand même. Et enfin on arrive maintenant au Nigeria, au sud-ouest du Nigeria, à Igbo-Obra. Et maintenant, on est au pays des jumeaux. C'est plus la terre des jumeaux, c'est le pays des jumeaux. Et 5% des naissances dans cette région sont gémellaires. Pareil, un énorme taux de naissances gémellaires. Donc, comme explique le chef de la maternité du coin, pour lui, il y a aussi la même explication génétique qu'à Candido Godoy, qui est donc la consanguinité, entre guillemets. Voilà, c'est des endroits isolés. Mais donc il y a cela qui fait, il y a beaucoup de naissances et puis au début c'était refermé sur une petite communauté, donc le fait d'avoir la possibilité d'avoir des jumeaux est forcément plus proportionnellement plus élevé. Mais on dirait aussi que donc c'est dans l'ethnie des Yoruba qui consomment dans cette partie du monde une énorme quantité d'igname qui sert pour faire le yassa, donc le plat traditionnel. Donc on en revient au riz violet là. On en revient au riz violet et à l'explication environnementale. Donc l'igname, ce serait donc des légumes racines. Ce sont des légumes racines qui peuvent contenir énormément de phytoœstrogènes, donc qui faciliteraient l'ovulation. Et donc on en mange énormément dans cette région et le Nigeria est le principal producteur d'igname. Donc ça pourrait aussi rentrer dans les explications. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si je fais un lien qui est bon ou pas, mais tu m'as parlé de la culture du soja au pays dans le Brésil. Et c'est vrai que je crois qu'il y a des liens avec les oestrogènes ou en tout cas avec certaines hormones, le soja. Donc, oui, ça mettrait trop d'oestrogènes. Donc tu vois, c'est intéressant aussi. Il y a toujours, à mon avis, multifacteurs. Oui, on dit qu'il y a des pubertés plus précoces maintenant, justement, parce que dans tout, même l'alimentation bovine, tout ça, c'est à base de soja. En tout cas, je sais qu'il ne faut pas donner trop de lait de soja ou de soja à des enfants. Et puis, il y a des trucs avec la ménopause aussi, le soja, des médicaments, enfin bon, bref. Non, il y a un rapport avec les oestrogènes. Il y a aussi un rapport avec les oestrogènes. Donc, c'est intéressant. Dans les trois pays, enfin, les trois régions que tu as citées, à chaque fois, on retrouve une petite communauté à la base. Donc avec des facteurs génétiques qui ont pu se transmettre, et quand même peut-être un facteur alimentaire. Plus une source. Plus une source. Ça, au Brésil, il n'y avait pas de source. Si, au Brésil, il y avait la source, mais il y avait aussi la source. C'est pas en Inde, d'accord. Au Brésil et en Chine. Au Brésil et en Chine. Et donc, tout ça nous amène en fait à la fascination. C'est là que je voulais en venir aussi, la fascination qu'on ressent pour les jumeaux. Donc ces villages se disputent un peu ce titre, mais il y a dans ces endroits, moi, ce que j'ai ressenti en faisant mes recherches, c'est quand même une fierté d'être terre des jumeaux. Bon, déjà, ça donne quelque chose de particulier, une particularité. Mais il y a aussi une vraie fierté qui est
alors pour les Yoruba par exemple, c'est vraiment un bon présage d'avoir des jumeaux. C'est lié vraiment à la fertilité, à la perpétuation de l'espèce. Il y a quelque chose de très positif dans le fait d'être fertile et d'avoir le plus d'enfants possible. Et ça avait l'air assez partagé. Alors à l'heure actuelle, on nous dit plutôt qu'il faudrait limiter les naissances si on veut sauver la planète, mais depuis, par contre, la nuit des temps, il valait mieux assurer sa descendance. Donc, je pense que c'est aussi lié à ça, la fascination pour les jumeaux et la fierté d'être terre des jumeaux, par exemple. Et puis ensuite, il y a la fascination pour le double, pour le miroir. Là, on passe sur quelque chose de plus symbolique et de plus psychologique, mais c'est la même fascination qu'on peut ressentir pour le clone. Il y a quelque chose d'assez étrange et de mystérieux. Puis dans toutes ces cultures, on a retrouvé aussi des images fondatrices. Dans les mythes, dans la plupart des mythologies, on trouve l'image des jumeaux. On reviendra dessus. On va revenir là-dessus longtemps. Dans les histoires de doppelganger, dans les Dr Jekyll et Mr Hyde, les doubles faces en fait. Les doubles faces, mais aussi dans tous les mythes, il y a des jumeaux en fait. On les retrouve partout dans la littérature fantastique. Toujours cette idée du double. On a beaucoup l'idée du double maléfique, comme le roman Le Double chez Dostoïevski, par exemple. Moi, je pense au double maléfique de Florence Foresti. Aussi. C'est quelque chose qui rentre dans une forme de fascination. Dans les films d'horreur, l'image du double, que ce soit la même personne, ou est-ce que c'est la même personne, ou alors les jumelles de Shining, par exemple. Oui, qui sont quand même, les fameuses jumelles de Shining. Viens jouer avec nous. Voilà, et c'est peut-être pourquoi c'est des jumelles. Il y a le côté étrange. Étrange, c'est l'étrangeté d'avoir un double, une réplique. Et tout ça nous amène aussi à la question du coup de l'identité qui pourrait amener cette fascination étrange et le mystère qu'on ressent autour de la gémellité. Qu'est-ce qui fait qu'on est nous-mêmes ? Un individu, si on peut être en double, si on peut avoir un double de nous-mêmes, qu'est-ce qui fait notre identité ? En quoi on est différent ? Et donc ça vient tourner autour de ces préoccupations extrêmement humaines. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce sujet, c'était super intéressant. Et maintenant, nous allons passer au deuxième mystère de la série. Et oui, alors là, on va partir un peu plus dans le paranormal, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Et donc, moi, j'ai eu envie de parler pour ce premier épisode de l'histoire des jumelles Pollock, qui est quand même une histoire qui est assez connue. En tout cas, dans le milieu quand on s'intéresse au côté étrange et au paranormal, ou à la réincarnation d'ailleurs, puisque c'est le thème également de ce sujet. Alors, les jumelles Pollock, je vais vous raconter un petit peu leur histoire. Alors, les jumelles Pollock, notre histoire donc commence au milieu des années 40, dans la bourgade tranquille de Hexham, qui se situe dans le nord de l'Angleterre. Donc on a John et Florence Pollock qui sont un couple et en 1946, ils vont attendre leur premier enfant. C'est une fille qu'ils vont appeler Johanna. 5 ans plus tard, ils vont avoir leur deuxième fille qu'ils prénomment Jacqueline. Les filles grandissent auprès de leurs parents qui tiennent une épicerie et elles grandissent aussi auprès de leur grand-mère maternelle qui vit avec eux. Elles sont très proches. Johanna s'occupe beaucoup de sa petite sœur, comme si un peu elle était sa deuxième maman, puisqu'elle a quand même 5 ans de plus qu'elle. Vous allez me dire, oui, mais tu nous as parlé des jumelles Pollock, et là, ce ne sont pas des jumelles. Oui, tout à fait, hors sujet total. Hors sujet total, attendez la suite de l'histoire. Donc, nous sommes donc avec Johanna et Jacqueline. Donc, ce sont des petites filles très généreuses, qui adorent partager, prendre soin des autres. D'ailleurs, il y a un jeu qu'elles adorent, c'est peigner les cheveux de leur père. Ça, c'est un jeu qu'elles kiffent, quoi. Quand le papa rentre le soir,
il s'assied et puis elle lui peigne les cheveux. Elles adorent faire ça. Avoir les cheveux un peu longs. Voilà. Jamais notre père. J'ai envie de te dire, papa qui a pourtant les cheveux fournis ne s'est jamais laissé coiffer de cette façon. C'est bien dommage. Et donc elle faisait un peu ça comme un rituel, tu vois, de coiffer les cheveux de leur papa. Alors, quand il y a quelques petites choses que je vais vous raconter, c'est parce que ça peut vous paraître des détails, mais ça va avoir de l'importance pour la suite de l'histoire. Donc, c'est un peu pour vous présenter ces deux petites filles. Il y a par exemple Johanna, qui est donc la plus grande, qui disait souvent I'll never be a lady. C'est-à-dire, je ne serai jamais une femme. Alors, quand on lui disait, quoi, tu sais jamais une femme, tu seras un homme, tu es un homme. Non, je serai jamais en fait adulte. Ça veut dire une femme adulte. Hein. On a aussi Jacqueline, donc là la plus petite. Elle, quand elle avait 3 ans, elle a créé vraiment une très grosse frayeur à ses parents. Elle est tombée sur la tête, elle s'est cognée la tête en fait contre la chaudière. Alors ça c'est ce que j'ai pu lire. Chaudière, moi j'imagine un peu les anciennes chaudières en fonte. On est dans les années 40. Ouais. Après, oui, c'était des chaudières aussi, c'est juste que c'était pas chauffé. Ou alors, pareil, en tout cas, elle s'est cognée contre une chaudière et elle s'est ouvert, elle s'est cognée le visage et ça lui a laissé une cicatrice près de l'œil. Cette même Jacqueline, donc la plus petite, elle avait également une tache de naissance sur le côté droit de sa hanche. Donc pareil, je vous répète, c'est des petits détails, mais ils vont être importants pour la suite de l'histoire. Donc notez bien. Voilà, donc Jacqueline, la plus jeune des deux, a une cicatrice à l'œil et une tache de naissance sur le côté droit de la hanche. Donc, ces petites filles, quelques années plus tard, le 5 mai 1957, la plus âgée des filles, donc Johanna, avait 11 ans, et la plus petite, Jacqueline, devait en avoir 6. Ce jour-là, c'est un jour particulier parce qu'en fait, elles doivent aller chanter à l'église. Et c'est un honneur, en fait, d'aller chanter à l'église. En fait, c'est le prêtre qui leur a proposé de prendre part à l'office avec lui. Elles vont aller faire ça avec un petit copain à elles, qui a à peu près leur âge, et qui s'appelle Anthony. Et donc, les 3 enfants s'en vont, ils sont super contents, ils partent pour l'église, ils partent un peu avant leurs parents qui vont les rejoindre par la suite pour la messe. Ils se donnent la main, ils chantent, les oiseaux chantent, enfin, je vous fais l'ambiance image d'Épinal. Ils courent, ils chantent vers la maison de Dieu. Et là, en fait, ils n'arriveront jamais à la maison de Dieu puisqu'un terrible accident de voiture va prendre la vie des 2 fillettes et de leur amie. En fait, c'est une femme extrêmement déprimée et suicidaire. Alors, j'ai lu qu'on venait de lui enlever la garde de son enfant aussi à cette femme-là, qui a décidé de mettre fin à ses jours. Et donc, en fait, plutôt que de faire ça tranquillou bilou dans sa maison, tu vois, j'ai envie de dire... on va tuer des enfants en même temps. Alors, on venait de lui enlever son gamin, tu vois, là, elle s'est peut-être dit, j'ai pas envie que... Juger, mais... Enfin, sans aucun jugement, évidemment, que tu peux être dans une très grande détresse, et je comprends que cette femme l'était. Et puis dans une santé mentale altérée. Et donc, elle va prendre énormément de médicaments, cette femme. Et plutôt que de faire ça chez elle, elle va prendre sa voiture. Elle va faucher les 3 gamins qui marchent sur le trottoir. Ils vont pas pouvoir, en fait, ça va être inévitable parce qu'il y a un mur à côté. Donc, elle fonce sur eux, si tu veux, et ils peuvent pas y échapper, quoi. Et elle va les faire, littéralement, c'est ce que j'ai pu lire, voler dans les airs. Donc, Johanna et Jacqueline, les 2 sœurs Pollock, vont mourir sur le coup. Anthony, lui, décédera plus tard à l'hôpital. Donc, elle va tuer 3 enfants, cette femme. Il y aura un procès, etc., suite à ça, heureusement. Oui. Donc, cet accident va être relayé par la presse. Je crois bien qu'il y a eu un procès suite à ça, etc. Et on imagine bien sûr l'état des parents. Florence, la maman de Johanna et Jacqueline, elle va tomber dans une dépression, évidemment. Le père, John, lui, il est extrêmement religieux. Donc, il va vraiment se tourner vers la religion, il va sans cesse aller prier à l'église, etc., pour qu'on lui rende ses filles. Et il y a lui, il gardait espoir, en fait. Il a gardé l'espoir que ses filles lui reviendraient ou leur reviendraient d'une manière ou d'une autre. Lui, il a toujours cru en ça. Et il y a un truc qu'il faut dire tout de suite, c'est que John a toujours cru en la réincarnation, ce qui est assez inhabituel, j'ai envie de te dire, pour un catholique... dans les années 40. Oui, c'est vrai.
La résurrection, oui. La réincarnation, non. Oui, voilà, c'est ça. Ça reste quand même deux choses différentes. Tu vois, la résurrection, Jésus, il revient, c'est lui qui revient, quoi. Là, tu réincarnes dans un autre chose, c'est la même âme qui se réincarnerait dans un autre corps, on va dire. Donc lui, il a toujours cru en ça et il pensait que Dieu allait lui rendre ses filles et il se rendait chaque jour à l'église pour prier, pour demander à Dieu de lui rendre ses filles. Et il disait à Florence... il n'a pas dit t'inquiète, elles vont revenir, mais nos filles vont revenir, quoi. Il disait, il annonçait ça, si tu veux. Il fait même un rêve étrange dans lequel il apprend que ses filles lui reviendront sous forme de jumelles. Donc là, il est persuadé que Florence va retomber enceinte et va retomber enceinte de jumelles. Florence, elle se mure vraiment dans la dépression, dans la douleur, et elle voulait même plus parler des filles. Donc elle n'était pas trop dans le déni pour avoir des enfants à nouveau, d'ailleurs. D'ailleurs, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans ce que j'ai pu lire, elle ne pouvait plus en avoir. Ok. Donc je ne sais pas exactement ça, si c'est avéré ou pas, ou si ça vient rajouter au mystère de l'histoire. En tout cas, elle n'était plus censée pouvoir avoir d'enfants. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que peu de temps après, Florence tombe enceinte. Alors que, ce que je disais, pour des raisons médicales, elle ne pouvait plus en avoir. Donc John va immédiatement prédire que sa femme accouchera de jumelles. Elle ne croit pas en la réincarnation, elle croit pas, ça lui plaît pas d'ailleurs que son mari dise que ses filles vont revenir, etc. Et le médecin, lui n'annonce qu'un seul enfant lors de cette grossesse. Donc là, John est super déçu, quoi. Quand il apprend qu'il n'y a qu'un seul enfant, il est vraiment super déçu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Laquelle des deux va revenir ? Ah oui, c'est ça. Là, il se dit, je pense qu'il a dû se dire, non mais Dieu, tu m'as pas écouté, rends-moi mes filles, enfin voilà. Et que va-t-il se passer ? Là, vous vous doutez de la suite de l'histoire. Le 4 octobre 1958, 4 octobre, date tout à fait importante puisque c'est mon anniversaire à moi aussi, donc je suis née le même jour que les sœurs Pollock. Le 4 octobre 58, Florence accouche de jumelles qu'ils vont appeler Gillian et Jennifer. Alors, Gillian avec un G. D'accord. Je le précise parce que au début, je m'étais dit, ils ont appelé tous leurs enfants par un J, tu vois, Johanna, Jacqueline, Jennifer. C'était précurseurs comme les Kardashians, tu vois. Ouais, voilà, c'était un peu ça, la famille Pollock, c'était un peu les Kardashians en version trash, quoi. Mais non, Gillian, c'est avec, dans ce que j'ai pu lire, c'est avec un G. Donc, arrivent les jumelles, Gillian et Jennifer, qui sont donc les nouvelles sœurs Pollock. Et c'est d'elles, en fait, dont on va parler. Donc, Gillian et Jennifer étaient d'ailleurs vues par leur père comme une sorte de miracle. Puisque ce dernier croyait vraiment que ses filles mortes, donc Johanna et Jacqueline, lui étaient revenues comme il le désirait, la forme de jumelles. Les jumelles Gillian et Jennifer, elles sont des jumelles monozygotes, donc elles sont identiques. Ce qui rajoute encore plus au côté troublant et mystérieux. Donc, elles étaient identiques, mais, et là, mes détails ont de l'importance, mais une marque de naissance sur l'œil droit de Jennifer ressemblait étrangement à la cicatrice que Jacqueline avait eue au même endroit, de même qu'une marque de naissance sur sa taille. C'est fou ça, les marques de naissance, il y a plein, on va faire une série sur les marques de naissance, un de ces quatre, sur les sorcières. Ouais, les sorcières, aussi, évidemment, on cherchait la marque du diable. Qu'est-ce que ça veut dire les marques de naissance ? Il y a toujours, tu sais, dans les épopées, le héros, il est marqué par quelque chose, Harry Potter. Oui, voilà. La cicatrice d'Harry Potter. Il y a d'autres légendes, c'est pas dans Willow aussi. Dans Willow, il y a une marque, il me semble que dans Willow, il y a une marque, ouais. Donc, elles étaient identiques à l'exception de ces deux marques sur l'œil et sur la hanche de Jennifer. La famille a ensuite déménagé. Donc avant, ils étaient à Hexham et ensuite, ils ont déménagé dans une ville qui s'appelle Whiteley Bay, lorsque les jumelles, en fait, n'avaient que quelques mois. C'est là que quelques temps plus tard, quand les jumelles commencèrent à grandir, qu'il y a des événements étranges qui vont commencer à arriver.
Donc, alors qu'elles étaient un peu plus âgées, les jumelles ont commencé à demander et à décrire des jouets spécifiques que Johanna et Jacqueline avaient possédés, et à même à appeler les poupées par le même prénom que l'avaient fait leur sœur décédée. Donc les poupées, elles les appelaient Marie et Suzanne, alors que les parents avaient mis les jouets au grenier. Tu vois, ils n'avaient pas sorti les jouets. À la limite, Marie, c'est quand même un des noms oui, les plus Marie, donnés, tu peux te dire. Suzanne. Ouais. Donc voilà, qui était bizarre, car les parents avaient donc caché ces objets dans le grenier, et les sœurs ne les avaient jamais vus auparavant. Elles ne savaient d'ailleurs même pas qu'elles avaient des sœurs décédées. Je ne sais pas à partir de quel âge elles l'ont su, mais en tout cas, à 3 ans, la mère, je pense qu'elle a été un peu dans un déni ouais. Après avoir perdu ses filles. Donc, elle ne savait pas qu'elles avaient des sœurs décédées, et un jour, donc, le père va descendre les jouets du grenier, et Gillian s'est immédiatement attribué les jouets de Johanna, donc l'aînée des sœurs défuntes, et Jennifer, elle, s'est attribuée celle de Jacqueline, sans hésiter et sans aucune erreur entre les jouets. Il y avait un jouet de Johanna qui était une sorte de machine à laver. Alors, me demande pas trop à quoi ça ressemblait. Dans les années 40, une espèce de machine à laver ou un sèche-linge ou une machine à défroisser les vêtements de poupée. Okay. Tu vois ? Et ça, c'était un truc qui appartenait à Johanna. Et tout de suite, quand Gillian l'a vu, elle a dit « Oh, mais il est là, mon jouet, mais je le cherchais. » Tu vois ? Je le cherchais alors qu'elle avait 3 ans et que c'est la première fois qu'elle le voyait. Et elle a ensuite ajouté « Mais c'est les cadeaux du Père Noël. » Elle l'avait eu à Noël. Et ses sœurs avaient en effet eu ces cadeaux-là à Noël. Alors, les 2 enfants aimaient les mêmes aliments que Johanna et Jacqueline. Elles avaient les mêmes personnalités, les mêmes manières, les mêmes comportements, même façon de marcher, dans ce que j'ai pu voir. Et elles aimaient les mêmes jeux. D'ailleurs, elles adoraient coiffer leur père. Elles aussi. Ça me... Non mais oui, moi aussi je trouve ça super chelou. On se projette. On doit se projeter, mais du coup ça nous fait marrer. Et donc elles adoptaient la même démarche, ouais. Et Gillian se comportait comme le faisait Johanna. En fait, Gillian sera un peu une sorte de réincarnation de Johanna, qui est la plus grande, et elle maternait donc sa sœur jumelle, et elle avait donc le leadership sur Jennifer. Jennifer, elle qui se comportait plus comme Jacqueline. En fait, la petite sœur des premières sœurs. Et elle suivait les instructions de sa sœur sans se poser de questions. Et ces bizarreries vont se poursuivre au fil des années. Les filles précisant des détails que seuls les parents ou la grand-mère auraient pu connaître. Une fois, Gillian a pointé la tache de naissance que sa sœur avait au niveau de l'œil et elle a dit « Ah, mais regarde, c'est la fois où tu es tombée sur la chaudière. » Et avant la mort de ses filles, Florence, en fait, ils avaient une épicerie, Florence et John, avant. Et Florence, elle portait toujours une blouse ou un espèce de tablier. Alors, pour travailler à l'épicerie, elle portait toujours cette blouse. Et quand ses filles sont mortes, elle a tout simplement arrêté de travailler, de toute façon. Quand ses premières filles sont mortes, elle a cessé tout travail. Puis après, elle a eu les jumelles, donc je pense qu'elle s'est arrêtée. Et donc, les jumelles n'ont jamais pu voir leur mère qui portait ce tablier. Oui. Il n'y a que les premières filles qui ont pu la voir, si tu veux. Donc, Gillian et Jennifer n'avaient jamais vu ce tablier. Et quand elles avaient 4 ans et demi, John peignait la façade de la maison. Et pour peigner la façade, il avait ressorti cette fameuse blouse pour ne pas se salir. Et quand Jennifer a vu son père, elle a dit « Mais papa, pourquoi tu portes la blouse de maman ?» Gillian, elle s'en rappelait pas. Donc, en fait, si on part du principe qu'elle est la réincarnation de Johanna, qui est la plus grande, Johanna, elle était à l'école quand sa mère rentrait de l'épicerie. Et donc, elle ne voyait pas sa mère avec le vêtement. D'accord. Je sais pas si je suis claire parce que... Si, elle la voyait pas au magasin. Elle la voyait pas au magasin. Il y a que Jacqueline, donc, qui serait Jennifer, donc Jacqueline la plus petite, qui voyait sa mère rentrer de l'épicerie à l'époque. Elle a été gardée par la grand-mère. Et elle voyait sa maman rentrer de l'épicerie avec cette fameuse blouse. Et donc, Jacqueline Jennifer, on va dire, elle a reconnu cette blouse en disant à son père « Mais pourquoi tu portes la blouse de maman ?» Puisqu'elle elle la voyait régulièrement. Pour en revenir à la grand-mère aussi, elles étaient très proches de leur grand-mère maternelle dès le départ. Alors que celle-ci s'est beaucoup moins occupée d'elle qu'elle ne s'était occupée de leur sœur aînée, en fait. Alors, autre fait intéressant, elles avaient la phobie des voitures. Elles étaient terrifiées par les voitures qui passaient,
au point qu'il était vraiment difficile de les convaincre de traverser la rue. Et quand elle devait le faire, elle se tenait la main très très fort. C'était un énorme stress. Ouais, j'imagine qu'à un moment, c'est quand même une phobie... familiale. Moi, je me suis dit. Familiale, ça peut être une explication, mais aussi, c'est une phobie que, quand tu habites aux États-Unis en 1940, il y a moins de voitures qu'aujourd'hui, mais il y en a pas mal quand même. Il y en a quand même pas mal. Surtout que elles sont nées plus tard. Hein. Oui, elles sont nées quand même 10 ans après leur première sœur décédée. Elles sont nées en 1958. Ah oui, bah oui. Donc elles, dans les années 60, voilà. Ouais, donc c'est pas une phobie facile. Enfin, t'es obligé de t'y confronter. Donc oui, elles étaient phobiques des voitures. Après, je me dis, les parents, ils devaient flipper dès qu'ils voyaient une voiture arriver aussi, tu vois. Oui, ça c'est sûr qu'ils devaient être un peu protecteurs avec leur gamine, évidemment. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que tu transmets, même si tu t'en as pas parlé, il y a le langage du corps, enfin bon, bref. Ça, on pourra en discuter après. Mais en tout cas, elles étaient terrorisées par les voitures. Et une fois, John a découvert, un jour ces deux filles qui pleuraient et qui hurlaient de peur dans le jardin devant la maison et qui disaient « La voiture arrive sur nous! La voiture arrive sur nous !» Et en fait, c'était juste une voiture qui faisait innocemment un demi-tour dans la rue. Ouais. Et les gamines, elles étaient en méga stress, quoi. La mère Florence a d'ailleurs entendu ces deux filles discuter de l'accident qui avait tué Johanna et Jacqueline, alors qu'elles n'étaient absolument pas au courant de cette histoire. Le tout rempli de détails assez sordides qu'elle ne pouvait pas connaître. Jennifer disait à sa sœur « Je ne veux pas que ça nous arrive à nouveau, c'était horrible. Mes mains étaient pleines de sang, tout comme mon nez et ma bouche, et j'arrivais plus à respirer. » Ça me colle des frissons, rien que... non, mais moi, c'est la question que je me posais, justement, c'est comment elles en... Oui, c'est vraiment du coup comme si elles revivaient ça. Elles disent ça, je veux pas revivre ça, ça nous est arrivé. Enfin, oui, elles ont peur que ça leur arrive à nouveau, en fait. Oui, c'est pas, elles ont pas peur que ça leur arrive à elles ont peur que ça leur arrive à nouveau. Enfin, à nouveau. Donc c'est vraiment comme si elles étaient les anciennes sœurs. Oui, et qu'elles en avaient conscience. Et qu'elles en avaient conscience, ouais. C'est ça qui est troublant, c'est la façon dont elles le disent, on dirait qu'elles en ont conscience. C'est pas juste, on est déjà venu ici. Non, c'est comme si elles continuaient la vie qu'elles avaient déjà vécue avant, en fait, tu vois. Et il y a Gillian qui lui répond, non mais ne me le rappelle pas, tu ressemblais à un monstre, il y avait du sang qui sortait de tes yeux. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Oui. Et puis j'imagine que c'est pas ça que les parents auraient raconté, même si leur avaient parlé, ils n'auraient pas commencé à partir dans le graphique, quoi. Et surtout que, en parlant du sang qui sortait des yeux, John se rappelait que quand il a dû identifier le corps de ses deux filles à la morgue, Jacqueline portait un bandage sur les yeux, car c'est à cet endroit que la voiture l'avait percutée. Ouais. Bon, ça c'est pour les détails un peu graphiques. Ouais. Donc, quand les jumelles ont eu 3 ans, les Pollock sont revenus aussi dans la ville qu'ils avaient quittée, où ils avaient eu leur première fille. Ils sont juste venus faire un petit voyage, enfin, je sais pas si on peut... un pèlerinage. Oui, peut-être un pèlerinage, j'en sais rien. En tout cas, ils sont retournés, ou peut-être la grand-mère est restée vivre là-bas, j'en sais rien. Ou peut-être les gamines étaient enterrées là-bas, c'est pas impossible non plus. Ça, je sais pas, justement, je me suis posé la question, peut-être que les gamines étaient enterrées là-bas. Mais bon... Je sais pas si... En même temps, s'ils disaient pas aux autres gamines... Ils le disaient pas, je suis pas sûre qu'ils allaient se recueillir sur les tombes. Ouais. Je ne sais pas. Quand les jumelles ont eu 3 ans, du coup, ils sont revenus à Hexham, qui est la ville du drame, et les filles ont commencé à parler d'un parc voisin où elles aimaient se balancer. Donc en fait, c'était des lieux où leur sœur aînée aimait se rendre, et elles, dans la ville, c'est comme si elles connaissaient la ville, quoi, quand elles y sont allées. Donc ce parc qu'elles n'avaient jamais visité avant. Elles ont reconnu des monuments, des maisons, des rues, l'emplacement des magasins et même leur école, où seule leur sœur décédée avait connu. D'après John et Florence, les petites filles furent prises de panique lorsqu'on les emmena sur le lieu de l'accident. L'une disait à l'autre « C'est là que la voiture t'a heurté ». Du coup, ils ont eu la bonne idée d'emmener les gamines... Ouais, après c'était... Je sais où on va aller. Putain, qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? J'ai une super idée. Pour traumatiser tout le monde. Voilà, exactement. On va retourner sur les lieux de l'accident. Bon, comme tu dis, c'était peut-être un pèlerinage et puis peut-être la ville était petite. Ils sont peut-être passés...
Enfin bon, bref, on ne sait pas ce qui... Tu sais, après, les parents, ils avaient peut-être besoin aussi de retourner... Il peut y avoir 50 000 raisons, mais c'est vrai que 50 000 raisons, et c'est pareil, ça, je me dis, la façon de faire son deuil, c'est toujours très propre à chacun et très particulier. Il n'y a pas de jugement, mais bon. Alors, il y a un fait intéressant, c'est que ces souvenirs ont commencé à s'estomper lorsque les jumelles Pollock ont eu 5 ans. Donc, elles ont eu de moins en moins de souvenirs. Et d'ailleurs, c'est un seuil assez typique auquel la réincarnation s'étend selon certaines croyances. Leur vie n'était plus liée à leur sœur décédée à partir de ce moment-là. Mais de toute façon, on parle souvent de l'âge de 5 ou 7 ans pour tout ce qui est... Un passage aussi... Ouais, ça se passe, c'est ce moment-là où t'es plus, ton cerveau aussi va être plus abouti, entre guillemets, moins ouvert à tout ce qui est paranormal. Aussi souvent, on dit que les enfants, la médiumnité chez les enfants, souvent, ils peuvent voir des choses avant l'âge de 7 ans. Puis après, d'ailleurs, on appelle ça l'âge de raison. Ouais, il y a un truc chez les anthroposophes aussi, de passage autour à 7 ans, comme un cycle. Ils parlent de trucs comme ça aussi. Enfin, ça revient... Et je pense que même neurologiquement et scientifiquement, tu as des modifications. Enfin, ton cerveau... et t'as une certaine maturité, on va dire. Il y a des passages dans le développement de l'enfant. Exactement. À partir de cet âge-là, ce qui fait que les canaux sont peut-être moins ouverts, ou se referment à ce moment-là. Tout ce qui est amis imaginaires ou enfants qui parlent de fantômes ou autres, ça s'arrête souvent à cet âge-là, en fait. Donc, c'est intéressant qu'on retrouve ça aussi dans les phénomènes dits de réincarnation. Donc leur vie n'était plus liée à leur sœur décédée. Leurs souvenirs de vie antérieure, je mets tout entre guillemets, parce que chacun y va de sa propre idée ou de sa propre croyance. Oui, on peut se dire que les canaux se referment, ou au contraire que l'imaginaire se restreint, mais ça c'est une question de point de vue. Voilà, exactement. Leurs souvenirs de vie antérieure ont été totalement effacés, comme si ça n'avait jamais existé. Après quoi, elles ont mené une vie relativement normale. Mais bien des années... D'ailleurs, je ne sais même pas si elles sont décédées. Je suis même pas sûre qu'elles soient décédées. Vu leur année de naissance, c'est possible qu'elles soient encore vivantes. Ouais. Mais bien des années plus tard, donc en 1981, à ce moment-là, elles avaient 23 ans. Et c'est Gillian qui a eu une série de visions lucides dans lesquelles elle se souvient de jouer dans un bac à sable de la ville d'Hexham. Donc ça ne peut pas être elle, à cette époque-là, qui joue dans ce bac à sable. On est bien d'accord. Comme si ces souvenirs se cachaient quand même quelque part encore profondément dans sa psyché. Donc le cas des jumelles Pollock a été présenté par beaucoup comme l'une des preuves de la réincarnation, mais encore une fois, comme l'une des preuves la plus convaincante d'ailleurs, même si elle est encore accueillie avec beaucoup de scepticisme. Et encore une fois, chacun peut y aller de sa propre interprétation. Nous... on a nos idées chacune sur le sujet, ou en tout cas, moi je suis toujours ouverte à différentes explications. C'est vrai que même en fonction des croyances, même en étant hyper cartésien, là, la façon dont il y a quand même des choses où c'est pas possible que ces gamines aient su ça, après on peut trouver 10 000 explications, mais c'est quand même troublant. Il y a des choses troublantes. Il y a des faits troublants. Après, tu peux aussi te poser la question de tout ce que portaient les parents et de tout ce qu'ils ont pu transmettre, même sans le dire, quoi. Oui, même malgré eux. Moi, la question que je me pose, c'est comment on a ce témoignage aussi, c'est comment tu recueilles les faits. Oui, alors j'allais y venir. En fait, les jumelles, elles ont attiré l'attention du docteur Ian Stevenson, qui est né en 1918 et qui est mort en 2007. Donc il a vécu longtemps, cet homme. C'est un psychologue qui a étudié la réincarnation chez les enfants. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle 20 cas, je ne sais plus exactement le titre. Il a étudié 20 enfants, comme ça. D'ailleurs, je pense qu'on reviendra régulièrement sur, quand on abordera ces sujets, sur le livre de Ian Stevenson, qui est vraiment très très intéressant. Et Stevenson, lui, il a conclu que cette affaire dépassait l'explication rationnelle. En 1987, il a écrit un livre intitulé « Les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure, une question de réincarnation ». Alors là, dans ce bouquin-là, il décrit 14 cas de réincarnation, dont celui des filles Pollock. Je pense qu'après, il a fait d'autres études et qu'il y a un livre qui touche à 20 cas. Il a dû rajouter 6 cas par la suite. Et du coup,
Alors, je veux pas te couper, tu peux y revenir plus tard, mais la différence entre vie antérieure et réincarnation. La réincarnation, elle part du postulat que tu as eu une vie antérieure. Oui, mais du coup, la réincarnation, c'est que tu aurais une identité de base. Qui serait contenue dans l'âme, on va dire. Que ta vie antérieure, c'est tu crées ton identité, mais tu as quand même des choses qui te viennent de... Tu peux avoir conscience de vie que tu as eue avant. C'est comme ça que je l'entends, en tout cas. Que vraiment, la réincarnation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très conscient dès le début, que j'étais cette personne et... En fait, là, dans les histoires qui ont été recueillies par Ian Stevenson, c'est chez des enfants, parce qu'en effet, il y a encore pour en revenir à ce canal qui est très ouvert, ou encore, ce sont des enfants qui ont eu des souvenirs très précis de leur vie antérieure, en fait. D'accord. Comme s'ils le vivaient, comme s'ils étaient cette même personne. Ouais, comme s'ils étaient doubles, en fait. Comme s'ils étaient doubles, encore une fois. On fera par la suite un sujet, je pense, sur l'identité, parce que il y a plein de mystères autour de ça, et on reviendra certainement sur ce sujet qui est passionnant, quoi. Donc, Stevenson a déclaré qu'il préférait travailler, justement, avec des enfants, parce que les adultes réincarnés étaient plus susceptibles d'être influencés par des facteurs externes et fantastiques, provenant de livres, de films, ou même de souvenirs de leurs proches. Et que ces souvenirs-là, après, les incorporaient comme les leurs. Que les enfants, si tu veux, ils sont plus vierges de toute référence. Ouais, j'entends. Après, on peut se dire que les enfants peuvent être plus facilement manipulés aussi. C'est tout à fait vrai aussi. Mais je trouve que les deux se tiennent. Les deux se tiennent, ouais. Les enfants, pour lui, réagissent plus spontanément. Rien ne les a conditionnés. Là, on parle en plus de tout petits enfants. Hein. Les jumelles, elles ont 3-4 ans quand il y a ces phénomènes. Hein. Donc, c'est vraiment des toutes petites filles. Donc, alors, peut-on acter d'une véritable réincarnation ? Ça, c'est la question que je vous pose. Personne ne peut répondre à cette question, mais le cas des sœurs Pollock demeure dans tous les cas assez fascinant. Oui, c'est assez fascinant. Après, moi, je me fais toujours l'avocat du diable aussi. Je trouve ça pose vraiment... c'est pas évident à débunker non plus, quoi. C'est pas... Elle n'est pas évidente à débunker. Voilà. Après, il y a des histoires qui ont d'autres enfants que Stevenson a pu suivre, qui sont encore plus... le cas du gamin. Le cas du gamin avec les avions qui... Parce que là, c'est du vocabulaire technique qui n'a rien à voir avec des souvenirs que pourraient avoir les parents. Exactement. On en reparlera de cette histoire, mais oui, celle-là, elle est vraiment extrêmement troublante. Du petit James, il me semble qu'il s'appelait James. Ouais. Là, la question que je me pose, c'est... Alors déjà, il y a ce côté double identité que je trouve assez fascinante, qui me pose question. Mais c'est aussi, là, tous les souvenirs dont tu as parlé, on a l'impression que c'est les parents qui les ont racontés. C'est ça aussi qui me perturbe un peu dans cette histoire. C'était pas des séances avec le docteur Stevenson. Si, Stevenson a fait des séances avec elle. Hein. Oui, ensuite, mais c'est là où... elles auraient dit et tout, et à chaque fois, c'est dans un cadre très intrafamilial. Donc, c'est ça. Je dis pas que les gens, que c'est pas arrivé, mais du coup, c'est un peu... Tu peux toujours te poser la question du témoignage, quoi. Du témoignage, que ce soit sincère ou pas sincère, ça peut être biaisé par plein de trucs. Oui, et puis biaisé par la souffrance. Ouais, alors là, en plus, on est dans un cas, j'ai envie de te dire, dans d'autres cas de réincarnation, il n'y a aucun lien des parents avec la vie antérieure que le gamin va s'approprier. Mais là, pour le coup, c'est extrêmement chargé, leur histoire. Le père, il en était persuadé avant. Il y a une attente de la part du père. Donc, jusqu'où elles répondent à certaines attentes, peut-être. Aussi, ouais, clairement. Et après, peut-être elles ont dit ça, et le père a dit « Ah non, mais si, c'est parce qu'il s'était passé ça, et que c'est des trucs qui auto-valident, et encore, il doit être traumatisé. C'est pas... C'est pour ça que ce sujet-là, il pose question. C'est pas forcément pour faire du buzz autour de ces gamines. Ils devaient être complètement surtout qu'à l'époque, tu faisais pas de buzz, en fait. Tu vois oui. Tu mettais pas ça sur Insta ou donc bref, tout le monde en avait rien à foutre. Il y a des moyens de faire du buzz. Tu vois, c'était plus de l'autoconviction, je pense, de la part du père. Carrément. Ou c'est réel, on sait pas. Ou c'est réel. D'ailleurs, moi, je trouve, rien que les taches de naissance à l'endroit de la cicatrice et de l'autre tache de naissance, ça, c'est pas un truc que tu peux inventer. C'est comme ça.
Oui, c'est comme un fait. Ça. Après, c'est des choses que tu interprètes, du coup. Est-ce que tu mets une croyance, une symbolique, ou est-ce que tu te dis, c'est le hasard, d'ailleurs, dans les cas de réincarnation, les tâches de naissance, c'est quelque chose qui revient à des endroits où il y a pu avoir, par exemple, si la personne avait reçu un coup de couteau dans la vie antérieure, la personne réincarnée peut avoir une tâche de naissance à l'endroit où il y a eu ce coup de couteau. Et donc, c'est un cas fort intéressant. Oui, et d'ailleurs, tu parlais du côté double. Mais là, pour le coup, on a... Double-double. Double-double, ouais. C'est encore plus troublant. Alors là, du coup, je le mettrais au carré. Je le multiplierais par page, je le ferais... Exactement, c'est jumelles au carré, quoi. Parce que les premières sœurs se ressemblaient très fort, même si elles avaient 5 ans d'écart. Les 2 premières sœurs se ressemblaient déjà, et après, les jumelles, elles, étaient identiques. Eh bien, c'est la fin de notre premier épisode. Dans les prochains épisodes de cette série thématique sur les jumeaux, on va parler de mythes et de contes. Oui, on va parler de jumeaux séparés. Ouais, de doppelganger. Ça, j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'avoir moi-même un doppelganger à l'intérieur de moi. Oui, un petit peu. Un petit peu. On va parler true crime. Les jumeaux quand même. Dans les histoires de true crime. Quand même. Télépathie et langage entre jumeaux. Et on va essayer de creuser tout ça, de débunker tout ça, ou au contraire, des fois... de laisser planer ou de laisser planer le mystère. Exactement. On va parler des jumelles silencieuses aussi. Donc si vous avez aimé cet épisode, eh bien abonnez-vous et laissez-nous des notes et des commentaires. Enfin, surtout si vous avez trouvé ça cool et que c'est des bonnes notes. Nous, ça nous aide beaucoup à rendre notre travail visible et à le développer. On sera aussi très heureux d'avoir des retours de votre part. Ça nous encourage et ça nous permet aussi de prendre les retours et d'y réfléchir et de nous améliorer. Vous pouvez trouver toutes les sources de l'épisode dans la description et n'hésitez pas à venir nous voir sur nos réseaux sociaux.